Enregistré, bim. Allez. Hop, je vais lancer ça aussi. Alors, voilà. Alors, le 12. Alors, condition d'équilibre du système. T'as mis quoi? Il faut que la somme des forces soit égale à 0. Alors, attends. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il me met le... oui, tu as raison. C'est la troisième loi de Newton, je crois, normalement. Ouais. Attends, il est en train de me configurer. Oui, voilà. Quand je suis sur deux écrans, il me met le diapo sur le deuxième écran. Voilà. Donc, somme des forces égale 0, exact. Somme des forces en vectoriellement. Hein. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire là, ça va faire T1. Donc, finalement, si on reprend, il y a la tension numéro 1 ici. Donc, T1 plus la tension numéro 2 de l'autre côté, plus le poids du bonhomme égale ceci. Donc, ça fait qu'on aura P plus T1 plus T2. Hop, on revient au début. Okay, donc, tout en vecteur. Ensuite, projeter la relation précédente sur les axes d'un repère OIJ. Alors, donc, si je fais hop, repère O, I, J. Donc, si on fait une projection, ça veut dire qu'on va avoir deux calculs, en fait. Tu l'as fait, ça? Donc, ça veut dire sur alors, X. Donc, oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord calculé P. Donc, ouais. j'ai fait 9,81 fois 70. Ça m'a donné 686,7 newtons. Ouais. Ensuite, j'ai donné une échelle. J'ai dit que pour 100 newtons, j'avais un repère. Mais là, on s'en fiche. Ben, On n'en a justement, pas besoin. Parce qu'on n'a parce pas qu'on les connaît. longueurs de toute façon. Donc, on n'a pas besoin de les représenter leur bonne longueur. Ben, justement, T1 et T2, c'est comme ça que je vais les calculer et que je vais connaître leurs normes. Parce que du coup, donc ça veut dire quoi? Tu as mesuré à la règle ici, c'est ça? Non, non, j'ai absolument pas utilisé T1 et T2 ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un principe simple. Donc, j'ai d'abord représenté dans mon repère mon vecteur P qui va jusqu'à 0. Ensuite, de 0, je suis parti. J'ai fait un angle de 50 degrés. J'ai prolongé ensuite un trait. Donc, j'ai fait une droite. Et ensuite, en partant Oui, tu as fait du graphiquement. vecteur P, j'ai encore fait 54 degrés cette fois. J'ai prolongé une droite et le croisement, c'était là où se finissait mon vecteur T1 et où débutait mon vecteur T2. OK. Et ensuite, j'avais juste cette fois maintenant à mesurer mes vecteurs. Ouais. Bon, alors là, tu n'as pas fait ce qui est demandé, tu n'as pas fait une projection, tu as fait comment dire, t'as une démarche graphique. Tu as reconstitué ici, en fait, le triangle des trois forces en respectant bien les angles. Donc ici, tu as bien respecté alpha 2. Ah bah tiens, c'est bizarre. Il y a T2, mais il donne alpha 1. Ok, bon. Tu as bien respecté alpha 2 ici. Tu as bien respecté alpha 1 ici. Tu as trouvé le point de croisement et après, tu as pris ta règle. Donc, tu l'as fait graphiquement, en fait. Oui, Voilà. OK, donc c'est vrai que c'est bon, c'est juste, mais ça ne correspond pas à ce qui est demandé, en fait. d'accord. Voilà. Là, il faut projeter sur les axes d'un repère OJ. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes un repère OIJ et tu vas prendre les coordonnées de chacun. Donc, du coup, par exemple, le vecteur P, il va avoir quoi comme coordonnées? Selon X, donc tu vas avoir l'axe X, et puis ici, l'axe Y. Il va avoir quoi comme coordonnées? Je sais Le pas. vecteur P. Bah, selon Et- X, il descend verticalement. Donc, selon X, est-ce qu'il a une valeur? oui, mais il en a qu'une seule.
Comment ça? Donc, non, 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 si, non, non, il n'y en a pas. Donc, je mets combien comme coordonnées, comme Px ici? Et là, 0. voilà, comme Px, je mets 0 et Py, je vais avoir, selon Y, MG. moins Mg, Moins parce MG. que je descends, Oui. alors que Y, lui, il monte. OK? Bon, ça, c'est le premier vecteur. Donc, il a de coordonnées. Alors, je vais simplifier. Donc, ses coordonnées à lui, c'est 0 moins Mg. Ensuite, le vecteur T1. T1, il est là. T1, il est là. Donc, je veux voir ce que j'ai ici, sa projection selon X. Et après, j'aurai la projection selon Y. Donc, projection selon X, ça me fait quoi? J'ai alpha 2. Donc, tu as un triangle rectangle. Donc, ce côté-là, par rapport à alpha 2, il s'appelle comment? Adjacent, opposé, hypoténuse? Adjacent. Adjacent. Donc, si c'est adjacent, on utilise le cosinus. Alpha 2. Donc, ça va faire T1 fois le cosinus. Mhm. Pour l'autre, on a le côté opposé. Donc, si au côté opposé, on utilise sinus. Donc, ça va faire T1 sinus alpha 2. OK? Mhm. Pour T2, le vecteur T2 qui est ici. Donc, je vais avoir la projection ici pour avoir la valeur Tx et là, la valeur Ty. Bon, pour Tx, pareil, j'ai alpha 1, le côté Tx là, c'est côté adjacent, donc je vais utiliser encore le cos. Oui. Pour la valeur de projection selon le vecteur, selon l'axe Y, là, j'ai le côté opposé. Donc, je vais encore utiliser sinus. Mais là, c'est moins, non? Moins T2. Alors, du coup, je vais avoir moins pour le cos ici, effectivement, moins ici. Parce que je vais vers les X négatifs. Par contre, je monte. Donc, je Oui, viens par vers les rapport. Y positifs. OK? Oui. Voilà. Donc, cette loi que tu as ici, vectorielle, tu l'as aussi en utilisant que les X et aussi également en utilisant que les Y. Mhm. OK? Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver avec un système d'équations. Tu vas avoir 0 plus T1 cos alpha carré plus, non, moins du coup, moins T2 cos alpha 1 va être égal à 0. Puisque le vecteur nul, il a coordonné 0, 0. Oui, oui. Ensuite, je vais faire pareil avec tous les Y. Ça va me faire une deuxième équation en Y. Donc, plus T1 sin alpha 2 plus T2 sin, alors attends, c'est alpha 1 ici, est égal à 0, parce que j'ai 0 ici. OK? Oui. Il va falloir qu'on se débrouille pour trouver T1, T2. OK? Et du coup, là, ce qu'il faudrait faire, c'est mélanger les deux, parce que si on fait, si on enlève le, ouais, non, je suis pas sûr de ça. Non. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre T1 en fonction de T2 et le T1, on le remplacera. Comme ça, du coup, dans la deuxième équation, il n'y aura Oui, que voilà. des T2. Donc, ça fait, donc là, on a l'équation 1, l'équation 2. L'équation 1 va devenir, donc T1 égale T2 cos alpha 1 sur cos alpha 2, hein, puisque j'ai fois cos alpha 2, donc il va passer en division. Et maintenant, ce morceau-là, je vais le mettre dans T1 ici. Ouais. Donc, ce qui va me faire que en 2, je vais avoir du coup, je vais essayer de remplacer et puis en même temps, donc je vais avoir moins mg plus T2, donc qui va être en facteur de quoi? Il va être un facteur de cos alpha 1 sur cos alpha 2 fois le sin, plus sin alpha 1. Et tout ça, ça va être égal à 0.
Ce morceau-là, je le mets ici. Tu vois, ce morceau-là, je le mets ici. Donc, je vais avoir cos alpha 1 sur cos alpha 2 qui va être multiplié par alpha 2. Donc, c'est ce que j'ai ici. Et ensuite, le plus sin alpha, lui, il va rester tout seul. Plus sin alpha 1. Donc, c'est alpha 1. C'est écrit en tout petit, mais c'est alpha 1, c'est lui. Ça donne plus Donc, M. du coup, là, par contre, il va falloir que je… Donc, je vais arriver ici. Ce qui fait que le T2, ça va être quoi? Bah, déjà, il y a MG qui était moins MG. Il y a moins MG qui était là. Il va passer en plus MG. Et du coup, je vais pouvoir diviser avec tout le crochet. Voilà, c'est ça. Donc, c'était cos alpha 1 sur alpha 2. 8, 6, 7. Sin Cos. alpha, je ne sais pas combien. Plus sin. Alors, je crois que c'est alpha 1. Donc là, ça va être alpha 2, je crois. 4. Ouais, c'est ça. Donc MG, donc tu avais calculé tout à l'heure 686,7 newtons. Donc ça, c'était 2. Et du coup, on a du cos, alors sur cos, sin plus sin. Attention des symboles de degrés. Hop, tac. Bon gros crochet. 50 fois. Alors, alpha 1, 54, alpha 2, 50. Alpha 1, 54. Donc ici, 54. Alpha 2, 50, 50. Plus sinus 54. Qui nous donne 454,9. Écoute, je te fais confiance. 454,9 newtons, donc. Ça, c'est le T2. 455, quoi. Moi, j'avais obtenu 460. Ouais, bon, après, c'est parce que graphiquement, il y a toujours un petit incertitude. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors maintenant, il s'agit de trouver T1. Alors pour trouver T1, donc nous, on a utilisé que l'équation 2 pour l'instant. Donc Ouais. l'équation 2, elle devenait ça. Maintenant, il faut qu'on reprenne l'équation 1 pour refaire apparaître T1. T1, donc l'équation 1, elle est ici. Donc je vais avoir T2 cos alpha qui va passer de l'autre côté. Donc T2 cos alpha 1 va passer de l'autre côté et le cos alpha 2, il va diviser. Hein, on a ici. Ouais, le cos alpha 2 va être en division. Voilà. Donc ça va nous faire donc 454,9 cos. Donc alpha 1, c'est 54 degrés. Alpha 2, 50 degrés. Ouais, voilà, c'est ce que je m'attendais. Enfin, je trouve 416. Combien tu as trouvé? Oui, 416. Enfin, 415,9. Ok. C'est bon? Donc toi, tu as trouvé une solution graphique. Là, il fallait trouver une solution par projection. Du coup, pour l'exo-13, il faut peut-être faire la même chose. Alors, attends. Ben oui, parce qu'il faut que, faut faire la même chose. Voilà. Alors, il faut que j'efface tout. Donc, et la réaction normale du support. Donc, il faut calculer R. Non, il faut calculer l'angle. Mais pour calculer l'angle, il faut calculer R. Alors, les forces. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que… Attends, je vais récupérer l'exo dans mon système. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre les petites flèches. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? Non, il faut déjà, en fait, avant de les représenter, il faut déjà les lister. Là, il faut te dire quelles sont. Alors, il y a, de toute façon, elles sont marquées, hein, les trois. Il y a donc le poids, il y a la traction du ressort et il y a la normale au sol. Traction du ressort.
et la réaction perpendiculaire du support, effectivement. Donc, du coup, on va tracer tout ça. Donc, le poids, Vers le bas. là, tout est marqué, d'accord. Oui. Je n'ai même pas fait attention. Donc, le poids, on va dire comme ça. OK. Mhm. Ensuite, réaction du support est toujours perpendiculaire. Donc, on va dire comme ça. Oui. La réaction perpendiculaire du support. Et enfin, la tension, hop, Bon, donc au point A, et on se met parallèle au ressort. c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la tension du ressort qui tire, le ressort qui tire. Ensuite, Aussi, il devrait y avoir les frottements techniquement, mais ben non, parce qu'il est à l'équilibre. ouais, mais ça le retient aussi. Le fait que ce soit, c'est une deuxième réaction du sol normalement, non? Euh, Si ce serait totalement lisse, il tomberait. Enfin, il tomberait, pas forcément vu qu'il y a le ressort. ben non, oui, il y a le ressort. Ouais. S'il n'y avait pas le ressort et qu'il est à l'équilibre, là, ça veut dire qu'effectivement, il y a des Ouais, frottements. ouais. Mais de toute façon, on ne te dit pas qu'il y a les frottements, on dit les trois forces, hein, donc c'est ça, donc tu prends celle-là. Mais c'est vrai qu'elle pourrait exister, oui. Donc Alors, voilà, ça. représenter les forces. Alors après, bon, de toute façon, les forces de frottement, ils seraient comme ça, vers le haut, donc parallèles à la T. Donc ça veut dire que tu pourrais, en fait, vu que ce fait deux vecteurs qui sont parallèles, tu pourrais les rassembler en un seul vecteur, on va dire. Oui. Calculer l'angle d'inclinaison alpha, donc qui est ici, s'exerçant sur le solide. Ok, calculer l'angle d'inclinaison alpha de la pente. Alors, bah, si on fait le bilan des forces, donc si c'est à l'équilibre, donc forcément, somme des forces est nulle. Ok? Oui. Donc on va avoir P plus T plus R égale vecteur nul. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va nous aider? Est-ce qu'on a besoin de ça pour faire une projection? Donc on a P qui va être comme ça. Ah oui, donc on va avoir T qui va être avec un angle de alpha ici. Donc également là, les angles alternes internes. Puis après, bon, après R, j'ai un peu exagéré, mais parce que j'ai agrandi un petit peu trop le T. On aurait R comme ça. Et c'est Ah oui, mais non, c'est R qui va ben faire non, quoi? non, il faudrait que ce soit perpendiculaire, obligatoirement. Ah ben c'est là qu'on va s'en sortir. C'est perpendiculaire ici. Puisque le T est parallèle et R est perpendiculaire au support. Donc c'est là Eh qu'on va oui. s'en sortir parce qu'on va créer en fait un triangle rectangle en fait. Donc Ouais. du coup, alors il faut que je fasse R, on va dire perpendiculaire. Pas facile avec une tablette graphique d'être bien. Ça glisse tellement que en fait, voilà, on va être comme ça. On va dire ça. Donc, si on a l'angle alpha, en fait, l'angle alpha, il est là finalement. Oui. Parce que l'alpha ici, donc ici, on a le complément de l'alpha, ça veut dire 90 moins alpha, donc forcément, on a l'angle alpha ici. Du coup, on va avoir un beau triangle rectangle, puisqu'on a le poids qui va être l'hypoténuse. Par rapport à alpha, le T, il va être le côté opposé, et puis R, le côté adjacent. Oui. Sauf que comme information, on voit qu'on a le Non, T, le côté opposé, et on peut trouver le P, qui sera l'hypoténuse. Donc, opposé, hypoténuse, on va utiliser du sinus. OK? Donc, je vais avoir sinus de alpha qui va être opposé sur hypoténuse. Donc, ça veut dire qu'il va être égal à T sur P. Et donc, je veux alpha, donc je vais utiliser arc sin. Mhm.
Le T, 1,25 newton. Et puis le P. Le P, il est égal à 2,45. OK. Du coup, il faut que Ça tu fait fasses arc-cible. 30,67. OK. Donc, on a trouvé ça. Donc, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Hop là. Calculer la norme de la réaction du support. Donc, maintenant, on veut R, tout le R ici. Bah, c'est pas compliqué. Vu que le R ici, c'est le côté adjacent, on va utiliser le cosinus cette fois-ci. Ouais. Et donc, en disant que cos de alpha, c'est adjacent sur hypoténuse. OK. Et l'adjacent, c'est qui? C'est R. Et l'hypoténuse, c'est qui? Bah, c'est encore P. Et donc, nous, on veut R. Donc, ça va faire P fois cos alpha. Non, je vais pas. T'es d'accord ou pas? Oui, mais Donc, ça va faire que. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis là, non, je vais me tromper entre le. OK. Donc, je vais à la page suivante. Donc, ça fait, on a dit quoi? R égale cos alpha P. Voilà. R égale P cos alpha. Donc, ça veut dire 2,45 newtons fois cos. Donc, tu m'as dit 30,7. Ouais. 30,7 degrés. oui. Tu as le résultat là? Oui, oui, ça fait 2,1. 2, ouais, 2,1 oui. newtons. OK. Et à la limite, c'est là où tu peux vérifier, tu pourrais vérifier graphiquement. Donc, tu as le P 2,45 newtons. Donc, par exemple, tu pourrais prendre une échelle des forces, une échelle des vecteurs force qui serait 1 cm pour. Il faut que ce soit quand même assez grand parce que sinon, pour 0,5 newton, ça te fera à peu près 5 cm. Mhm. Donc, ici, ça te fera à peu près 5 cm, ce qui est peut-être encore un peu court d'ailleurs. Donc, ça. Ensuite, Ça fait 5 cm. tu descends ici de 30 degrés, 7. Par contre, la tension ici, elle fait 1,25 newton. Donc, du coup, ça va te faire en gros 2,75 cm à peu près. Si tu fais un produit en croix. Tu fais le produit en croix là. Mhm. Donc, tu sais où tu dois t'arrêter. Paf. Et ensuite, tu n'as plus qu'à fermer pour trouver R. Et normalement, le R, comme il doit faire 2,1 newton en valeur, ça veut dire que le vecteur, il doit normalement faire, puisqu'on est à 1 cm pour 0,5, il doit faire à peu près 4,2 cm à peu près, si tout se passe bien. 2 cm, 2 cm. Je sais pas. Tu reconstitues le triangle, avec les paramètres que tu as, le P, l'angle ici, 30,7 degrés, le T, voilà, c'est tout ce qui est donné, indiqué. Et du coup, pour le troisième vecteur, le R, tu dois trouver la bonne longueur. Non? Si, 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 si. Ça arrive, ça arrive. Tu as un rapporteur là? Oui. Ok. P, il fait combien? 2,45. Donc, ça me fait moins de 5 cm. Donc, c'est bon. C'est pas parfait, mais ça va.
pas loin du 4,2 du coup? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, oui. Utilisation. Euh, utilisation de paramétrage. C'est bon? Alors ensuite, pour le 15, il y avait le 15 aussi à faire, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Donc pour le 15, Donc, alors, il y a la réaction du. Ah oui, ouais. représente un schéma les forces qui s'exercent sur le système constitué par l'enfant et sa luge. Donc, donc on fait le listing des forces. Alors, il y a le poids. Ouais. Il y a la normale, enfin la réaction au sol qui est la normale. Voilà. Et il y a la réaction du sol, mais c'est les frottements cette fois. Ouais. Frottement parallèle au support, parallèle ouais, au sol. Voilà. Et c'est pour l'instant, en tout cas. Ouais. Représenter les forces. Donc, du coup, on va faire simple, on va prendre juste un point pour Oui, l'ensemble. OK? Donc, ça va faire le poids, bah, donc vers le bas. toujours vertical, vers le bas. Ensuite, alors on va estimer une pente quand même. Légèrement penché. Voilà, comme ça. Et du coup, on va avoir la réaction qui va être perpendiculaire et on va avoir les frottements. Vers là-bas, vers en haut à gauche. Voilà, puisque le bonhomme, le petit, il descend, donc la vitesse, elle est exprimée comme ça vers le bas, donc les frottements toujours en arrière du mouvement et ils sont parallèles au support. Le R, lui, il est perpendiculaire. Voilà. Ensuite, déterminer l'intensité de la force de frottement F exercée par la neige afin que le système formé par l'enfant de la luge reste immobile. Donc, du coup, là, s'il est immobile, ça veut dire que enfant à l'équilibre. Ouais. Si l'enfant est à l'équilibre, ça veut dire la somme des forces vectoriellement est égale à 0. OK? Ouais. Donc, il va falloir qu'on détermine tout ça en sachant que bah là, on a un angle droit, donc on va retrouver à nouveau un triangle rectangle. Sachant qu'on a 15 degrés, donc 15 degrés ici. Donc si 15 degrés ici, on a 90, puisque là, la P est verticale. Donc par rapport à l'horizontale, il y a un angle droit, donc ça fait 90 moins 15. Donc ici, ça va faire 75. Ou alors, bah, du coup, on retrouve le 15 degrés ici. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux l'intensité de la force. Donc je veux juste F. Oui. F, qu'est-ce que c'est? C'est le côté opposé à l'angle de 15 degrés. Donc il y a du sinus. Mhm. Et l'hypoténuse ici, l'angle droit, il est là. P, c'est l'hypoténuse. Donc ça va faire P fois sinus alpha. Euh, OK? oui. Oui. Donc du coup, ensuite, on va pouvoir calculer tout ça. Mince, P. 372, 78 méthodes. Alors le poids, on l'a ou pas? Oui, 372,78 newtons. Alors attends, il manque des infos. Ils sont derrière les infos, c'est ça, hein? Oui, ils sont en dessous.
Le poids, c'est 38 kilos. Enfin, la masse, excusez-moi. Alors, attends, je n'ai pas récupéré tout l'exercice en entier. Alors, ah oui, effectivement. Copier. Attends, je suis en train de récupérer du coup le. Voilà. Donc, M, 38 kg, donc effectivement. Donc, tu as comme P, donc 38 kg, fois le G, donc 9,81, fois sinus de 15 degrés. Et ça donne 16,5. Voilà, c'est les forces de frottement. 96. 96? Oui. Mais c'est pas le Ah oui, 60. c'est en Newton, oui, oui, c'est normal. 15. OK. 360. Non, Et ensuite, du coup. Du coup, ok, du coup, c'est divisé par K, donc F divisé par K, donc 96 divisé par 8, ça nous donne 120,6. Du coup, F, c'est égal à P fois sin alpha. Et le K, 0,80. Oui, c'est égal à 96,78. Et ensuite, R est égal à F, Newton. Réduire la valeur de la force de frottement F. On n'avait pas déjà calculé l'intensité de la force et la valeur de la force. Et il est où le problème là? Pour le B, On va déduire la valeur de la force du frottement F en considérant que l'adulte pousse l'enfant afin de lui permettre de s'avancer. Une fois que la luge glisse seule, la force de frottement s'exerçant par la ah oui, descente parce a que pour valeur ceci. En je change. considérant que la luge reste toujours en contact avec la pente, déterminer la valeur. Ah oui, mais non, il ne faut pas passer par là. Ce sera le F qu'il faudra calculer comme ça. Donc, ça veut dire que le R, il faut le trouver d'une autre manière, là. Ouais. Donc, non, bah, justement, on va se servir de ça. On va se servir du triangle rectangle. Là, on a 15 degrés. La pente reste toujours la même. OK? La pente Ouais. reste toujours la même. Donc, à partir du moment où le gamin a le même poids, la réaction du support va être la même. Après, Ouais. ce qui va changer, ça va être les forces de frottement. Ils vont être plus petits, plus grands. S'ils sont plus petits, le gamin va descendre. S'ils sont plus grands, le gamin il va s'arrêter alors qu'il est en mouvement. Et Ouais. du coup, le R, lui, par contre, il va être constant. Le R, donc le R, lui, c'est le côté adjacent, donc il va être égal à P cos alpha. Donc 38 fois 9,81 fois cosinus 15. Voilà. Et ça donne quoi?
Pourquoi 38 déjà? Pourquoi 38? La P? P C'est égale super. mg. Comme ici. P égale mg. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais ok, d'accord. Donc, ça Donc, nous fait 300, là, 360,1 newton. c'est pas, ouais, bon, c'est pas grave. Du coup, P fois cos 15, ok. Donc, Et maintenant, en fait, P, donc 372. le F, on va pouvoir le calculer, puisque maintenant on a le R. On a le R qui restera toujours le même, quoi qu'il arrive. Ça nous donne 360. Ah oui, c'est ce que j'avais calculé tout à l'heure. Donc, R est égal à 360 newtons. Et 360,1. Et du coup, maintenant, 288 newtons. ça fait divisé par K. Non, Quoi? la K. Ouais. Non, F égale K fois R. Là, on avait le Oui, R, donc on oui, fait directement le 0,8 fois le R. 0,8 fois R. oui. OK? 188. Oui, virgule 1. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors maintenant, alors pour garder en mémoire ça, je vais être obligé de prendre ça, voilà, dans une autre page, parce qu'on va avoir besoin de ce qu'on vient de faire pour. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avant là? On a trouvé le P est égal à 38 fois 9,81 newtons. On vient de trouver le R, 360 newtons, c'est ça? Ouais. Et le F, 288 newtons. Donc, ce qui fait ici 38 fois 9,81, 382. Voilà. OK? Voilà les trois informations qu'on a, les trois valeurs qu'on a. Donc, du coup, déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du système. Ah, alors là, tu as dû avoir du mal. Bah, de toute façon, je me suis arrêté bien avant parce que j'ai pas, Ouais, OK. j'ai pas En réussi. fait, du coup, ça, on est obligé d'utiliser la deuxième loi de Newton qu'on n'a pas vue là, qu'on va voir juste après. Donc, deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, en fait. On Ah va oui, le non, mais voir. ça, je connais, mais c'est la première loi de Newton, ça. Non, deuxième. La première Ah, loi, d'accord. c'est quand la somme des forces est égale à zéro, alors Oui, le oui. vecteur vitesse est constant. Mais de toute façon, je m'étais arrêté avant parce que ben, comme je n'arrivais pas, je me suis dit que je pourrais pas faire la suite parce que j'avais pas Ouais. Donc, les du, résultats. du coup, il faut prendre les trois vecteurs. C'est égal à la masse fois l'accélération. Donc, ça veut dire que pour avoir l'accélération toute seule, De toute façon, on a la hop, masse. on divise par Voilà. la masse, voilà pour le libérer, l'accélération. Et du coup, déterminer la caractéristique du vecteur accélération du 178,78 système. Euh, plus. alors, qu'est-ce qui se passe? On a le P qui est comme ça. Voilà, peut-être le refaire celui-là. On a le P qui est comme. Ben, j'y arrive pas. Allez, voilà. Le P qui est comme ça et qui fait 382,6 newtons. Okay. 88 du coup maintenant. Le R qui est comme ça, lui, il ne change pas. Il est toujours pareil, puisqu'il est toujours à 15 degrés ici. Divisé par 38. Donc 360. Par contre, ce qui change ici, c'est le vecteur force qui
dans la première situation, vecteur force, il fait 96,5 newtons, ce qui, je trouve, est peu. Non. 38 fois 9,81 fois sinus de 15. 96, ouais, c'est ça, 96,5. Donc, Mais maintenant, il a changé, monsieur le vecteur frottement. ouais, je sais, ouais. Donc, au début, il faisait 96,5 quand on arrivait ici. Maintenant, il ne fait plus ça, il fait 288. Oui. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le vecteur P n'a pas changé, le vecteur L ne change pas, il n'y a que le vecteur F qui s'est rallongé. Donc, finalement, quand je fais l'addition des trois vecteurs P plus F plus R, ben finalement, je me retrouve avec la somme qui va correspondre à ça. Ça, c'était mon point de départ. Et je ne Oui. reviens pas au bon point de départ, je le dépasse. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est ça? C'est la somme des forces. Donc, ça veut dire que ça correspond à MA. OK? Donc, ce qui est en bleu, la somme des forces est égale à MA. Et maintenant, donc cette somme des forces ici, en bleu, elle est collinaire à A avec un coefficient M ici. Donc, ça veut dire que le vecteur accélération, lui, il est parallèle à ça. Il va vers la gauche et un peu vers le haut. OK? Donc, ça veut dire que je peux avoir une projection. Par projection sur un axe, donc sur un axe qui est parallèle au sol, comme ça, par projection, je peux dire que la somme des forces, mais sans vecteur, est égale à MA sans vecteur, juste en valeur. Oui. Donc, Mais, la somme des forces, donc ce qui dépasse ici, ça va être quoi? Ben, ça va être le 288 moins 96,5, c'est-à-dire le bout qui dépasse. En fait, les 96,5, ils sont ici. mais là, monsieur, on peut s'arrêter déjà. On n'a plus besoin de faire autre chose. On peut répondre aux questions là maintenant. Non, parce qu'il faudra la valeur, la caractéristique, donc il faudra la valeur aussi. Caractéristique, tu as quoi comme caractéristique? Tu as la direction, Elle est positive. tu as le sens, Positive et non nulle. tu as le point d'application et tu as la norme du vecteur. Oula. Ah oui, ok, oui, d'accord, ok. Et là, donc la direction, d'accord, parallèle, on est parallèle au sol, à la neige. Le sens vers l'arrière du mouvement, parce que le mouvement est par le bas, donc vers le haut, en fait. Le point, ben, c'est sur l'enfant. Maintenant, je suis en train de calculer la norme. Donc, j'ai le m fois l'accélération, mais le m, il vaut combien? Il vaut 38 kg. Donc, ce qui fait que l'accélération, elle vaudra combien? 288 moins 96,5. Donc déjà, ça fait 191 et je dois diviser par 38. Donc si je divise par 38, ça me fait 5,03. Donc ça va être mètre seconde moins 2, puisque c'est une accélération. Et du coup, ça, c'est la norme. Oui. Ça, c'était réponse C. Réponse D, préciser la nature. Voilà. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le P, c'est un vecteur qui est constant. Le R, c'est un vecteur qui est constant. Donc, si R est constant, le F, il est constant aussi. Il garde cette valeur de 188, puisqu'on avait vu que le F est égal à K fois R. OK? Donc, tous ces vecteurs, ils sont constants. Donc, ça veut dire que la valeur qui est ici, elle est constante. Donc, ça veut dire que mon accélération qui est ici est constante. Ça, c'est une constante, finalement. Donc, quand on a une accélération qui est constante, on a un mouvement. Si R est une constante, alors mouvement uniformément. Bah là, ça va être plutôt décéléré puisque ça va en arrière. Uniformément ralenti, en fait. Le garçon va ralentir avec toujours le même type d'accélération, 5 mètres par seconde carré. OK ou pas? Oui, oui.
Voilà. C'est bon? Oui. OK. Allez, je reviens. Hop, j'efface tout ça. Tac. Et donc, on revient à ça. Deuxième loi de Newton. Et donc, ici, la deuxième loi de Newton, vous l'avez vu, celle-là? Non, mais je la connaissais. Ah, J'ai dû le voir avec mon prof de SI. OK. Bon, on va pouvoir Enfin, aller. même avant ça, j'ai revu dernièrement avec mon prof de SI normalement, mais déjà je la connaissais. OK. Bon, bah, écoute, on va vérifier, bien la poser solidement, cette loi de Newton, du coup. Ah oui, ok. Ok, il me faut une nouvelle feuille. Et deuxième loi, ensuite. C'est bon. Alors, donc deuxième loi de Newton, c'est bon. Alors, on va prendre le cas d'un caddie vide, un caddie plein. Avec un caddie vide, les mouvements sont plus violents qu'avec un caddie plein. Avec un caddie plein, tu as du mal à le déplacer. OK? Donc, ça veut dire que, pourtant, c'est le même caddie, mais qu'est-ce qu'on a changé? Sa masse. Donc, ça veut dire que l'accélération, elle va être plus grande si la masse est plus petite. Donc, ça marche en inverse. Donc, si le mouvement est plus violent, ça veut dire qu'il y a plus d'accélération. Mm. Voilà, et donc, ça fonctionne en inverse. Donc, plus la masse est petite, plus je peux accélérer. C'est bon, c'est bon. Alors, donc là, on arrive à la notion de ce qu'on appelle l'inertie. Qu'est-ce que c'est l'inertie? C'est propriété qu'ont les corps de ne pouvoir d'eux-mêmes changer l'état de repos ou de mouvement où ils se trouvent. C'est-à-dire, tu lances un caddie, il va continuer dans sa lancée. En fait, c'est le principe que tous les objets ils vont toujours continuer dans leur élan, dans leur lancée. Oui, OK? c'est bon. Alors maintenant, influence de la force. Je reprends le même caddie, enfin ou les deux mêmes, le vide et le plein. Le mouvement va être plus. Non, je peux prendre un seul en fait. Le mouvement va être plus violent si je pousse plus fort, si j'exerce une force plus grande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mouvement plus violent, ça veut dire qu'on a de l'accélération qui est plus grande si les Mhm. forces sont plus grandes. Donc là, les accélération et force vont fonctionner dans le même sens par contre. Alors que accélération et masse vont fonctionner en sens inverse. OK? Oui, Donc du coup, l'énoncé va être le suivant. Alors après, tu as la grande phrase, mais tu l'as résumé là avec la formule en jaune. Là. Donc, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures, donc c'est-à-dire ça, s'appliquant sur un système de masse constante, donc il a une masse, est égale au produit de la masse, M, et de son vecteur accélération, A. Donc on remarque bien que si la force, elle augmente, ben, l'accélération en face, elle augmente. OK?
Par contre, on remarque bien que si on monte la masse, avec les mêmes forces, l'accélération elle devra baisser pour que ce soit constant. Donc ça marche bien en inverse, les deux là, la masse et l'accélération. Quand la masse augmente, ça veut dire que l'accélération va baisser avec les mêmes forces. T'es d'accord ou pas? Oui, c'est bon. Ouais. Donc avec l'expérience du caddie, on a vu les deux paramètres. On a vu le paramètre masse. Quand je diminue la masse, je peux accélérer plus. Et on a vu le paramètre force, c'est-à-dire quand j'augmente la force, je peux accélérer plus. D'accord? Oui. Et donc là, on va retrouver un cas particulier. Donc si je repars de ça, la somme des forces égale ma. Donc si je mets une somme des forces qui est égale à 0, si j'ai le vecteur nul ici, alors du coup, ça va entraîner que l'accélération va être nulle aussi. La masse ne peut pas être nulle. C'est l'accélération qui va être nulle pour faire 0 de l'autre côté. OK? Une accélération nulle, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un vecteur vitesse constant par intégration. Et donc, ça nous donne que quand on a la somme des forces égale 0, alors le vecteur vitesse est constant, est une constante. Qu'on a dans l'autre sens aussi, si on a le vecteur vitesse qui est une constante, ben, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. OK? Alors attends, je crois que c'est... Voilà. Alors je reprends. Si somme des forces égale 0, alors vecteur accélération égale 0, vecteur nul, alors vecteur vitesse est égal à un vecteur constant. Donc la première loi de Newton, principe d'inertie, c'est un cas particulier, et la deuxième loi de Newton. C'est bon, monsieur. Bon. Oui. Voilà, système à l'équilibre. C'est seulement si le vecteur vitesse du centre de masse est nul. Donc, un système à l'équilibre, il ne bouge pas. Donc, sur le vecteur vitesse, c'est bien une constante, mais une constante nulle, en fait. Et le vecteur accélération égale à 0 également. Donc là, on a tout qui est nul, en fait. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la résultante des forces extérieures est donc nulle. Comme on a le vecteur accélération qui est nul, et bien, du coup, la somme des forces est nulle aussi. OK? Bon, oui, c'est bon. Donc, ça va faire F1 plus F2 plus S3 égale 0. Allez, ben, du coup, on peut faire des petits exercices pour voir si tu as bien tout compris. Référentiel en mouvement circulaire uniforme par rapport au référentiel terrestre considéré linéaire et géocentrique. Référentiel le mouvement circulaire uniforme par rapport au référentiel terrestre considéré galiléen. Non, non, c'est le mot circulaire qui te perd. En fait, donc c'est quoi déjà un référentiel galiléen?
considéré galiléen. C'est un référentiel dans lequel les lois de Newton, notamment la première loi de Newton, s'appliquent. OK? Oui. Mais si tu regardes le même mouvement, mais depuis un autre référentiel, est-ce que c'est forcément toujours galiléen? Est-ce que la première loi de Newton va forcément s'appliquer? Mais en fait, là, non. Parce que si tu as un mouvement, là, par exemple, qui est rectiligne uniforme à un endroit, c'est le premier principe qui s'applique. Par contre, si tu as un référentiel qui, lui, se met à tourner, eh bien, tu peux pas, le mouvement ne sera plus rectiligne uniforme. Alors que pourtant, l'objet qui reçoit les forces recevra toujours les mêmes forces. Donc, si sa somme des forces égale à 0, ce sera toujours 0. Mais le problème, c'est que dans un repère, il se déplace bien en ligne droite, alors que dans l'autre repère, si tu te mets sur un manège, par exemple, il ne se déplace pas en ligne droite. Donc, la réponse n'est pas galiléen. En fait, si dans un repère, tu te déplaces en ligne droite, il faut que l'autre repère ne se déplace pas de manière curviligne. Il faut qu'il se déplace en ligne droite. Donc, du coup, tu vas avoir une composition de mouvements rectilignes. Et ça, ce n'est pas gênant. Mais dès que tu commences à tourner, dès que tu commences à te mettre sur un manège, par exemple, bah là, il y a un souci. Le mouvement ne sera plus rectiligne, même si les forces, somme des forces est nulle. Donc, du coup, tu ne pourras plus appliquer le principe d'inertie. OK? Oui. Alors, le géocentrique, non, c'était un piège parce qu'on voyait mouvement circulaire, on se disait, ouais, ça tourne. Si on se met au centre de la Terre, ça tourne, ainsi de suite. Mais c'était un piège. Là. OK? Oui. Ensuite, Ben, A et B. Ouais. À mon avis, c'est que A, mais je pense que c'est B aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? le cas particulier du principe d'inertie, non, c'est le principe d'inertie qui est un cas particulier de lui. C'est à D'accord, ok. l'envers. Ok. Donc, ouais, donc le B était bien. Et relie le vecteur accélération du centre de masse à la résultante des forces, ouais. S'applique dans tous les référentiels, non, il faut les référentiels galiléens. OK? Oui. C. Alors, tu dis là, c'est toi? Oui. Un point matériel soumis à trois forces est en équilibre si somme des forces voilà, égale 0. C'est ça. Hop. Hop. Ben, après, voilà, c'est l'exercice d'application après. Préciser pourquoi la sphère de masse M n'est pas en équilibre, n'est pas à l'équilibre. Parce que leur somme des forces n'est pas égale à 0. Ouais. Pour qu'il y ait équilibre, il faudrait que P plus T égale 0, c'est-à-dire que les deux vecteurs soient opposés. Et là, ce n'est pas le cas. Avec ces deux vecteurs comme ça, on ne peut pas faire effectivement un vecteur nul. OK? Donc, pas Oui. d'équilibre ici. Le 9. Un petit peu de projection là. Oh là là. C'est dire quoi ça? C'est un peu le travail qu'on a fait tout à l'heure. Alors, il faut avoir une coordonnée. Donc, il faut avoir la coordonnée selon x. Donc, tu Ouais, c'est as ça. toute la longueur parallèle à x. Ouais. Et la coordonnée selon y. Donc, c'est-à-dire toute la longueur parallèle à y. Oui. Oui, mais Voilà. V0 fois cos alpha pour le X.
Ouais, c'est le côté adjacent, ça. C'est le côté adjacent de l'angle. Et là, c'est le côté opposé. Et ensuite, Et le lui, c'est 0. l'hypoténuse, parce qu'on a un angle droit. Ouais, mais c'est juste que je me suis pas, je me rappelle pas trop de des cosinus et sinus sur les triangles rectangles. Ça date vraiment beaucoup. Et je l'ai pas fait. Soka-Toa, ou tu peux. Alors, c'est marche par 3, hein, donc Ouais, ouais, c'est Kasso-Toa, oui. Kasso-Toa, Non, mais ça, je m'en souviens, mais ou Toa Soka, ou Toa Kasso, comme tu veux. Peux mettre dans tous les ordres, les trois morceaux. Donc, sinus égale opposé sur hypoténuse, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. yeah. Et adjacent, c'est le côté. Donc, déjà, tu cherches l'hypoténuse, c'est celui qui est en face de l'angle droit. L'adjacent, c'est celui qui est à côté de l'angle, mais pas l'hypoténuse. Et l'opposé, après, l'opposé, c'est le plus facile, c'est celui qui est en face de l'angle. Bon, mon dessin, il devient merdique, là, du coup. Tac, tac. Donc, l'opposé, il est en face de l'angle. L'hypoténuse, il est en face de l'angle droit. Et il te reste l'adjacent ici. C'est bon? Mhm. Mhm. Voilà. Et là, tu dois voir, hop, voilà, Vx0, Vz0, Vy0, je veux dire. Hop, voilà, au propre. OK? Oui. Le 12, on l'a fait. Après, projection, hop. Du coup, les petits calculs. Bon, quand on a du cosinus et du sinus, on peut faire du tangente. On n'a pas utilisé tangente. Bon. Alors ça, c'est des petits exercices d'application. Maintenant, pour finir le chapitre, donc 6, méthode d'application de la deuxième loi. Donc, tu as toute une méthode en 7 étapes. Déjà, il faut que ce soit bien clair quel système tu étudies. Qui est-ce que tu regardes? OK? Du coup, à partir de ce système-là, selon ce qu'il fait, tu vas choisir le bon référentiel. Mhm. Une fois que tu as choisi le bon référentiel, tu peux trouver toutes les forces qu'il reçoit. Donc, on devrait même dire des forces reçues par le système. Ouais. OK? Ensuite, on applique la deuxième loi Newton, somme des forces égale ma. Du coup, avec ça, on pourra trouver le vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération, donc, ce sera la somme des forces sur la masse. Par intégration, tu trouves le vecteur vitesse. Par intégration, tu trouves le vecteur position. Donc, position, généralement, du point du centre de gravité. OK ou pas? Ouais. Ça te va? Oui, oui. T'as copié déjà? Bref, bon, si je veux copier, il n'y a pas de problème, mais Mais tout ça, c'est bien clair pour toi, là? Tu as toute la démarche, c'est-à-dire tu fais un exercice, tu as bien toute la méthodologie bien claire? bah, quasiment, oui. Bah, alors, si c'est que quasiment, bah, raison de plus pour copier. Pas de problème. Non, parce qu'en fait, le système référentiel bilan des forces et ensuite l'utilisation de la loi de Newton, c'est exactement la même chose que celui d'avant. Et du coup, bah, c'est juste que j'ai marqué la suite sans me préoccuper de. Les 4 premiers. Voilà. Et du coup, pour faire un autre bilan, donc on a vu du vecteur position, on va au vecteur vitesse par dérivation. Oui. Ça, c'est dans ce sens-là.
Ensuite, on redérive vecteur accélération et ensuite, on applique la deuxième loi Newton. On arrive sur les forces. Mais évidemment, donc ça peut être dans un sens. Après, je ne pense pas que j'ai écrit autre chose. Non. Et zut. Par contre, donc, c'est là où la loi Newton, on va s'en servir. C'est que on part plutôt des forces, on va à vecteur accélération. Donc, on a la somme des forces. On va à vecteur accélération. Ensuite, par intégration, on remonte au vecteur vitesse. Et ensuite, par intégration, on remonte au vecteur position et puis toute sa trajectoire. OK. Donc, la méthodologie, c'est ça. Donc, en sachant qu'avant d'avoir la somme des forces, il faut avoir le référentiel. Et avant d'avoir le référentiel, il faut savoir quel système on regarde. Newton. Force. D'accord. C'est bon. OK. OK. Allez, tac, je fais un ça. Et ensuite, et sur l'autre écran. Bam. Tac. Alors, donc, du coup, ça, c'était le 13. Ça, on l'a déjà fait. Non, le 15, peut-être bien. C'était le 15, voilà. Donc, ça, c'était le 13. Là, pareil, il me l'affiche sur le deuxième écran. Tu le voyais, le... Non, tu vois pas le diapo qui apparaissait. Voilà. La 14, ok. Alors, ça, je me garde, je mets de côté. Hop, ce 14, je vais mettre là. Le cabine est ascenseur de masse 1200 kg. C'est des tâches supérieures à son accélération de 2,5 mètres seconde carré jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse constante de 2 mètres seconde. Faire le bilan des forces de la cabine d'ascenseur. Alors, on n'a pas de frottement et on a la traction. Pas juste le poids et la traction. le poids, ouais, et la tension ou la traction, effectivement, du câble. Oui. Poids, traction tension du câble, effectivement. Ensuite, Alors, appliquer la deuxième loi de Newton afin de déterminer la valeur de la tension T du câble qui permet à la cabine de s'élever. Alors, donc, somme des forces, donc PFT. Donc là, ce qu'il nous faut, la valeur de la tension du câble. Parce que là, on a la masse, on a l'accélération.
On prend l'accélération au maximum, non? Enfin, on prend 2,0 directement. Ouais, ouais. OK. Non, alors attention, son accélération, non, l'accélération, c'est 1,5. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah oui, non, c'est la vitesse. Jusqu'à ce qu'on atteigne la Ah oui, vitesse oui, voulue. Et donc après, quand la vitesse voulue est oui, c'est constante, vrai. là, il y aura plus d'accélération. Voilà, du coup, là, on a 1 tonne 200. Donc appliquer la deuxième loi Newton afin que déterminer la valeur de la Donc, tension T du câble qui permet à la cabine de s'élever. 1200 fois 1,5 moins P. P est égal à 1200 fois 9,81 est égal à T. C'est quoi là, en fait? Ben là, j'ai fait P plus T est égal à, donc la somme des forces est égale à masse fois l'accélération, donc Ouais. 1200 fois 1,5. Alors, égale 1200. Alors attention, donc du coup, il faut faire très très attention et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est que on est en valeur à un moment donné, en vecteur, pardon, et effectivement, après, il y a un moment donné, il faut passer en valeur. Mais il Oui, faut être très prudent parce que si tu passes en valeur, ça suppose que tu as projeté sur un axe. Donc là, on prend l'axe vertical ici. mais en tout, enfin, vous pouvez, enfin, Donc, moi, après, j'ai juste dit, mais parce que je l'ai marqué après, quoi. donc, si Euh, tu projettes sur l'axe OY, là, le P, est-ce qu'il est dans le bon sens? oui. Ah bon? Ben pourquoi Ah, il ici? est bien vertical, non, mais par rapport à Y. Ah, ok, oui, d'accord. Non, il est vers le bas. Donc, dans le sens Donc, inverse de voilà, moins donc Y. on va mettre moins ici. OK? Ok, oui, OK, ensuite. ah, moins P plus T, c'est ça que vous voulez? Ouais. Moins P plus T est égal à 0. Ben non, je suis con. Non, pas Est égal à égal à 0, 0. égal à m fois a. Là, il y a une accélération. L'ascenseur va monter, donc il était à vitesse égale 0. Il veut passer à vitesse égale 2. Est égal à Donc, ça veut 10. dire qu'il va y avoir une accélération vers le haut. OK? Donc là, le vecteur accélération, il est bien parallèle à y et dans le même sens. Donc, c'est bien, on va bien mettre a, on ne va pas mettre moins a. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Hein? Vous avez dit quoi? Excusez-moi, j'étais sur ma feuille. J'ai dit, vu que le vecteur accélération monte Oui. et que le vecteur OY monte aussi, donc dans ce cas-là, je mets bien A en positif. Je ne mets pas A en négatif parce qu'il n'est pas dans ce Ah, sens-là. oui, oui. Du coup, j'en étais où? Donc, moins, ça fait plus. Et du coup, ça fait beaucoup, là. Ça m'étonnerait tout ça. Alors du coup, il reste quoi là en fait? Donc maintenant que tu as fait une projection correcte, c'est-à-dire que tu es passé de vecteur à valeur. Tu es passé de vecteur parce que la deuxième loi de Newton, c'est en vecteur. Maintenant, si on veut des calculs, on est obligé de passer en valeur. Maintenant qu'on est passé en valeur en faisant une projection sur l'axe Y, donc tu as fait une projection, hop, tu as regardé P, Ouais. hop, tu as tout P mais en négatif. Là, tu as le T qui est en positif. Là, tu as le A qui est en positif. Bah, Donc, tu as déjà, bien monsieur, mis. Il te reste. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? on cherche A. T, pardon, excusez-moi. On cherche T Oui, on déjà. cherche Donc, T. Donc, on va laisser avant T. de Donc, ça va passer être en. MA plus P. Voilà. Donc, ça va faire Du coup, ça 1200 nous donne kg fois A. A 1,5 1,5 plus P. 1200 Ça fois fait 1200 kg fois 9,81. Et le tout, ça donne 11 952 newtons. Voilà. Donc, sache. Attends, et puis Attends, 1200 fois 9,81, ça fait combien ça? 11 700. Ah oui, oui, c'est ça. Donc effectivement, la tension, elle va être un peu plus grande que le poids
faut que la force vers le haut gagne pour qu'il y ait l'accélération qui soit vers le haut, en fait. En fait, le vecteur accélération, il va être tourné du côté de la du vecteur qui l'emporte, en fait. Oui. Puisque tu as P, et si tu as T plus grand, poum, T plus grand, tu vas voir le vecteur accélération qui va correspondre à ça. Donc là, tu vas voir ça, ça va être le MA, en fait. Le surplus, ça va être le MA. C'est bon? Oui, oui. OK. Déterminer la valeur de l'attention. Ah, je vois pas. La valeur de la tension. Ah oui, il y a un bout qui. V constant. Attends, 1,4. Attends, on a trouvé combien, nous? On va déterminer la valeur de tension T quand la vitesse est constante. Donc, c'est ce qu'il y a ici. On accélère jusqu'à ce que la vitesse soit constante. Donc, une fois que la vitesse est constante, là, on n'a plus d'accélération. Oui. Donc, on a à nouveau le P plus T, mais cette fois-ci qui est égal au vecteur nul. Donc, comme le P, il est à l'envers par rapport à Y, on prend moins P. Comme le T, il est dans le bon sens par rapport à Y, on prend en positif. Donc là, maintenant, vitesse constante, je peux appliquer le premier principe d'inertie. Somme des forces égale 0. Et donc, du coup, là, j'ai T égale mg. En gros, 1,2 puissance 4. 12 000 newtons. Oh, c'est très arrondi, par contre. OK? Ouais. Donc, tu peux noter qu'ici, finalement, on retrouve la première loi de Newton. D'accord? C'était très bien. C'est bon pour toi ou pas? A est égal à 0. Du coup, moins P. Allô, il y a quelqu'un? C'est bon, c'est bon. Mince, comment on fait Ah, même. Qu'est-ce que tu fais? Je marque. Ah, le corrigé là? Et c'est bon. Ah, ok. Ah, je croyais que tu l'avais noté déjà. Bah oui, mais c'est juste que du coup, j'essaie de comprendre pourquoi on n'avait pas la même valeur. Ah, parce que non, c'est très arrondi ici, juste à deux chiffres aussi, hein, c'est pour ça. Oui, non, mais je veux dire, on a eu 11 000, mais enfin 11 900, donc ça fait 12 000, mais Oui. Mais là, c'est pour ça, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Quand je vais le résultat, je suis étonné parce on avait dit 1200 kg fois effectivement l'accélération, donc 1,5 mètres seconde moins 2, plus 9,81. Donc ça, c'est l'accélération due à la gravité. Ah si, 13 500. Mais tu as fait quoi? Non, ça fait 13 000 exactement, 13 572. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait tout à l'heure. il me manque un zéro. Attends, c'est là, hop. Insérer. 13 Voilà. 572. Ouais. C'est bon. Alors, attends, il faut que je cache. Oui, je vais me Tac. marquer. Et puis, du coup, par contre, ici, alors là, donc, si je fais 1200 fois 100. 9,81, ça fait 11 700. Donc, voilà. Hop, Voilà. 17. Une fois, c'est égal à Je vais mettre plutôt une étoile ici. Hop. 950. 11 900. C'est bon?
Oui, Ok. j'ai 572, 15. Voilà, le 15, on l'avait déjà fait. 16. 16. Ah oui, c'est vrai, cette photo. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ouais, c'est des souvenirs. Ah, Enfin, même si j'étais pas né en 1971, oui, tu as déjà vu le reportage. voilà. Oh putain. Euh, Voilà. C'est le référentiel d'étude. Donc là, sachant que les objets observés, c'est le marteau et la plume. OK? oui. Donc, du coup, quel référentiel approprié tu vas prendre? Quel référentiel bien choisi tu vas prendre, du coup? Là, je dois répondre galiléen ou je dois répondre s'il est enfin, par rapport à la Lune. Oui, non, par rapport à la Lune. Mais voilà, ok. Donc par rapport à la Lune. On a le poids, mais on n'a pas les frottements de l'air. Et, euh, et c'est tout. Il y a juste le poids. Ça, c'est les forces. Non, on demande les référentiels. Oui, bah, c'est sur le référentiel de la Lune. Oui, référentiel de la Lune, effectivement. Donc, tu optes à l'origine, tu as un axe ici, Y, voilà. Un troisième dans ce sens-là, éventuellement. Voilà, tu as l'origine ici. Lunaire. Voilà, c'est un référentiel lunaire. C'est à la place du référentiel terrestre, en fait. Oui. Donc, fixé par rapport à la surface de la Lune. Est-ce que Comme tu ça aurais... dure 1,2 secondes, tu peux considérer, même si la Lune elle fait de la rotation, tu peux considérer qu'en 1,2 secondes, cette rotation, elle est négligeable. Oui. Par contre, si tu as un truc que tu envoies, il met 1 heure pour revenir, là, tu vas poser problème parce que le référentiel, lui, il a bougé avec la rotation de la Lune le temps que l'objet y revienne. OK? Mm. Donc, la notion de galiléen, elle est assez restrictive. Plus tu as une expérience qui est courte, mieux c'est en fait. OK? Mhm. Appliquer la deuxième loi de Newton à chaque objet et montrer qu'ils ont le même vecteur accélération. Donc, si je prends pour le marteau, donc qu'est-ce qu'il va avoir comme bon, le référentiel? Donc, on a trouvé le référentiel lunaire. Quelle force il y a maintenant sur chaque objet? Par quoi? Ouais, alors poids sur la Lune. Donc, pour le marteau, donc on a le poids du marteau, c'est égal à la masse du marteau fois l'accélération du marteau. OK? Et le poids, on sait que c'est M fois G. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'ai? M, paf. Il me reste quoi? L'accélération, c'est égal à G. Si je fais la même chose pour la plume, j'écris mal, hein. Alors, la plume, qu'est-ce que je Ah, vais oui. avoir? Bah, le poids de la plume est égal à la masse de la plume fois l'accélération de la plume. Donc, le poids, c'est M fois G de la plume, la masse de la plume. Bah, pareil, masse de la plume, M égale A égale G. Mm. Donc, montrer qu'ils ont le même vecteur accélération. Bah ouais, ils ont le même vecteur accélération puisqu'ils ont celui de la gravité lunaire, en fait. Sur la Lune, c'est 3, ouais, je sais pas la Non, virgule. 1,6. 1,6. 1,6.
À 1,6. Oui, oui. Oh putain, ouais, j'étais loin en fait. Non, donc, du coup, c'est sur Mars que c'est 3. C'est sur Mars que c'est 3, c'est ça? C'est possible. Ouais. J'ai pas la valeur en tête, mais D'accord. c'est fort 1,6. possible. Euh, Ensuite, ok, on déduire l'expression de la composante verticale. Ben, c'est juste. C'est juste AT carré pour VZ de T. on dirait espace à la Non, non, composante c'est la vitesse. verticale, Non, non, la VZ. vitesse. Non, Donc, non, si on c'est ce prend que je crois. l'axe Z comme ça, hop, Non, l'axe vertical Z. c'est ZT. Donc, vu que vecteur accélération, lui, il a quoi comme coordonnées? Il a alors 0 selon X, 0 selon Y, et il a moins G selon Z. Parce que le vecteur gravitation, il est comme ça. Mhm. OK. Donc, du coup, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire une intégration pour chacun. Voilà, comme tu as 0, ça veut dire que ici, tu vas mettre quoi? Sachant que, 0. non, pas forcément, sachant que ce que tu prends là, si tu le dérives, ça donne 0. Donc, est-ce qu'il y a forcément toujours 0 qui donne quand on le dérive 0? Ah non, c'est une constante. Constante, donc tu as une constante 1. Ici, constante 2. Ensuite, vu que tu as moins g, en résultat, une fois que tu as dérivé de ça pour arriver là, donc du coup, ça va te donner quoi en fait? Ouais, Tu peux ça veut avoir quoi dire ici? un GX, mais Ouais, moins gt en fait, oui, bah oui, voilà. plus une T. constante 3. Oui. Donc, du coup, maintenant, tu vas refaire une intégration à nouveau pour avoir le vecteur position. Bon, alors, sauf que le souci, entre guillemets, c'est que ouais, tu n'as pas la constante ici. Et là, pareil, il faudrait avoir le moyen d'avoir la constante. Mais techniquement, il n'y en aura pas. On sait qu'il va tout droit, donc il ne va pas en X, il ne va pas en Y. Ouais, de toute façon, il lâche. En plus, on doit dire, à un moment donné, il doit lâcher, non? Oui, oui, c'est marqué. C'est marqué où, je ne sais plus. Il les lâche au Il même est instant. lâche, oui, voilà. Ah, il est lâche, donc ça veut dire pas de vitesse au départ. Donc, si tu veux avoir la valeur au départ, à t égale 0, de toute façon, tu n'as pas de vitesse au départ. Donc, tu as 0, Il là, n'y a pas de 0, et constante. puis là, tu peux enlever. Donc, du coup, maintenant, on peut Voilà. facilement faire la suite. Donc, du coup, tu as 0, donc ici, ça veut dire que tu as quoi? Ben, constante. Tu as une constante, donc on va l'appeler 4. Donc là, une constante 5. Et maintenant, tu as quoi ici? Euh, ben, normalement, c'est T carré, donc ben oui, ouais, voilà, c'est ça. Alors, attendez. Ouais, T. vas-y. Je ne bouge pas, hein. Mince. Ben, normalement, c'est T moins T puissance moins G, mais c'est un peu compliqué quand même. Ou alors moins T puissance G, mais c'est un peu de la merde là. Moins un demi, parce que si tu as t avant, c'est que tu as puissance 1. Donc, quand tu Comme ça. intègres, tu montes en puissance. Mais putain, vous êtes fort, monsieur. Tu montes en puissance. Donc, de t puissance 1, ça passe à t puissance 2. En sachant que, par contre, quand tu fais le retour, si tu dérives un t carré, tu as un 2 qui tombe. Et comme le 2, Ouais. tu ne le vois pas, c'est que tu mets un moins un demi pour justement
pour éliminer le 2 qui tombe, en fait. D'accord. OK? Ah, mais oui, mais j'avais oublié le demi. Oh là là. Et oui. Non, mais je parle au tout début, du coup. J'avais juste dit, tout à l'heure, j'avais juste Tout dit c'était début. GT carré. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, plus une constante, c'est 6. Mais là, pour le coup, ça sera 0 de toute façon. Ben après, ça dépend où on met le référentiel. Ça dépend de la position du 0. référentiel. En tout cas, la position au départ du marteau par rapport à… C'est sûr, si tu mets le référentiel ici, si je le mets au niveau de sa main, là, hop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marteau, au Là, début, il est en position 0, 0, 0. ouais. Mais si mon référentiel est ici, je vois que le marteau, tu vois la position ici, il a un X0, il Ouais, a peut-être un Y0 et puis il a aussi un ok. Z0. Mais je ne les connais pas. Ouais. C'est là où il y a le choix. Donc ça, c'est le choix. La vitesse initiale, c'est le choix de la situation. C'est la situation qui te l'impose. Et puis, pour la position, ça dépendra si on t'impose le référentiel ou si tu peux choisir où tu veux. Évidemment, on va se débrouiller pour choisir où on veut, quoi, mais pour ça nous arrange, quoi, en fait, que ce soit facile. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ensuite, quoi d'autre? On a fini. Donc, le Z de t, c'est ça, en fait. Et Non, il manque. après, la constante 6, ça dépend où on met le référentiel, mais C'est bon. ah, si, c'est imposé là, regarde. Et son origine est confondue avec le centre de masse à l'instant du lâcher. Donc, ça veut dire que le référentiel, on nous le dit dans l'énoncé, en fait, le référentiel, ça veut dire qu'on l'a mis là où il lâche. Donc, ça veut Oui. dire que ça, c'est égal à 0. Et puis, pareil, ça, c'est égal à 0. OK ou pas? On a ZT et VZT. 2T, excusez-moi. Moins 1,5 gt carré. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais c'est bon, on a fini. OK. Hop. Ah, c'est pas fini. Exprimez GL, l'intensité de pesanteur de la Lune en fonction du temps de chute TC et de la hauteur de chute Alors, H. du coup, là, Alors, si j'ai attends. On va réécrire. Donc, on a dit ZT, c'est égal à moins 1,5 de G, donc G de la Lune, T carré. OK? Alors, on veut exprimer GL, l'intensité de pesanteur en fonction du temps de chute TC et de la hauteur de chute. Donc, ça suppose quoi? Ça veut dire qu'on arrive… 1m84. Oui, mais c'était pas 1m84. Il l'a pas mis en dessous de ça. On a l'objet là, Z, X, c'est-à-dire que on l'a mis le référentiel au niveau de la main, là. OK? Donc, alors, euh, donc plus, ah oui, non, ça reste 0. Non, c'est juste qu'il fait 1m84 en 1,2 secondes. Bah, on peut s'arrêter là, du coup. Là, en fait, le sol, il Oui, est là. Donc là, est-ce qu'on... il y a une hauteur H, en fait. Et il met Oui, un certain temps pour tomber. c'est 1,84. Enfin, techniquement, c'est 1,84. Peut-être, ouais. Je sais pas. Bah, En tout là, cas, pour l'instant, pour répondre à la question 4, qu'est-ce qu'on a? Le temps de chute. Donc, ça veut dire on va arriver au sol une fois qu'on aura descendu la hauteur moins H. ah oui, d'accord, ok, non, H est égal, ok, ok. Et une fois qu'on aura on aura eu le temps, Moins H, donc moins 1,84 est égal à 1 demi de G, 1,2 carré. Et ensuite, du coup, on divise
par 1,2 moins 1,84 divisé par 1,2 au carré. Et on multiplie par un demi fois un demi est égal à G. Ça nous donne... Non, c'est égal à... Non, oula. Non, parce Tu que fais c'est quoi là en moins. fait? Tu fais quoi? Comment? Tu fais quoi là en fait? Je suis en train de laisser G tout seul. Ok. Alors, exprimer G à l'intensité, ouais. Donc, bon, T1 plus, on met de l'autre côté. Merde, j'ai mis 2 mots. GL, tu as le 2 qui monte et tu as le T carré qui est en division. Carré fois Voilà. moins 1, 2. Hop, hop, ça nous donne Sauf que le H, tu l'as pas là. un truc très petit. Bah, 1,84. Ben non. Pourquoi? Ben non. Ça, c'est la taille du bonhomme. Mais le Ben problème, oui, c'est que là, il n'a pas mais la oui, je taille sais à bien, cet mais je endroit-là. multiplie pas. C'est Comment on qu'il est fait censé savoir? 1,84. Parce qu'on nous dit dans l'exercice d'après, là, estimer. Euh, utiliser le doc pour estimer H. Donc ça fait 1,84. Donc là, ça fait quoi à peu près? 2 tiers? Ouais, c'est ce que... Ouais, voilà. 2 tiers. Bon. Donc du coup, le H, donc question 5, le H, il fait à peu près 1,22. 2 tiers de 1,84 m, OK? Et donc 1,22. GL, ça va faire quoi du coup? Le problème, c'est que est-ce qu'on a le TC? Ah oui, on a 1,2 secondes, je crois, il disait. Hein. 1,22. Ouais, est-ce que toi, tu n'as pas ton livre à côté de toi? Si, si. Ah, Alors, 1,2 secondes, ouais. oui, mais oui. Donc ça fait GL, ça fait 2 fois. Tu m'as donné la hauteur du coup là? Tu as dit quoi? 1,22. Putain. Voilà. C'est compliqué tout ça. Voilà. Fois 2 sur 1,2 au carré. Voilà, là c'est logique. Du coup, ça nous donne 1,7. On y est presque. On n'est pas loin en tout cas. Bah oui, parce que normalement c'est 1,6, donc T carré, parce que ça vient de notre estimation ici, hein, qui est pas folle folle. Et voilà. Donc 1,2 au carré, donc tu me dis 1,7, ben on est bien. Pour un Yeah. truc fait un peu à l'arrache, là, avec une estimation éloignée, là. OK? Six, évaluer l'écart. 1,62, on a trouvé 1,7. Donc, évaluer l'écart constaté. Alors, attention, il y a deux types d'écart. Il y a l'écart absolu et il y a l'écart relatif. L'écart absolu, tu dis de combien exactement tu es à côté, en fait. Oui. Donc, c'est quoi? Ça va être l'écart. Donc, ça va être 1,7 moins 1,62. Donc, ça fait 0,08 mètres par seconde carré. OK? Ouais. Voilà. Tu dis à 0,08, c'est pas beaucoup, c'est très très petit. On est deux chiffres par virgule. Le problème, c'est qu'il faut comparer par rapport à la valeur juste. Est-ce que ça, c'est beaucoup par rapport à ça? Donc, tu reprends cet écart absolu pour le comparer à la valeur juste, et c'est là où Ah tu oui. vas faire du pourcentage. Ouais, ça te donne genre 5% à mon avis. Ouais, bien 4,93. Oh,
Trop fort. Ouais. C'est ça. 4,93%, 4,94%. Ouais. Et c'est intéressant, ça, beaucoup, je ne savais pas. Donc, en fait, nous, c'est 9,81 sur Terre pour la. Ici, c'est 1,62 sur la Lune. Donc, on a 6 fois moins de pesanteur, en fait, sur la Terre. Sur la Lune, on se sent 6 fois plus léger. Oui. Alors, du coup, ça fait quoi? Ben, ça Bon, fait qu'on a bien avancé. Hop. c'est fini, là. Ouais. Voilà. Donc, il y a le 17. Je te laisse faire le 17. Hop, hop, hop. Je passe vite. 17, 18. Ouais, intégré. Faut que je fasse tout de suite maintenant, là? Non, non, pour la semaine prochaine. Merci. Merci. Pour la semaine prochaine, on dira ça à Thomas. OK? Ok. Petit. Il faudrait que j'arrête l'enregistrement. Je peux arrêter, suspendre l'enregistrement.